Bonjour à tous. De l'infiniment petit de l'atome à l'immensité des galaxies. Comment la mécanique peut-elle expliquer les mouvements des corps, qu'ils soient microscopiques ou astronomiques? Aujourd'hui, on plonge au cœur des systèmes et interactions mécaniques. Prêt à comprendre les secrets du mouvement? C'est parti. Allez, c'est parti. On va se poser une question un peu folle. Comment la physique, une seule et même science, peut-elle décrire à la fois un atome minuscule et une galaxie immense? C'est un peu le grand écart, et pourtant c'est ce qu'on va explorer ensemble. Regardez-moi ça. D'un côté, on a l'atome, le monde de l'infiniment petit. Et de l'autre, une galaxie, l'infiniment grand. Deux échelles qui donnent le vertige. Alors comment est-ce que les physiciens s'y prennent pour que les mêmes règles du jeu s'appliquent à ces deux univers? C'est la grande question. Comment est-ce possible qu'un seul jeu de loi puisse fonctionner pour des tailles aussi radicalement différentes? Eh bien la réponse, elle est à la fois super simple et incroyablement puissante. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une loi universelle? En fait, le secret, il n'est pas caché dans des équations hyper compliquées, non. Il est dans une manière de penser, une méthode qui permet de voir l'essentiel, peu importe la taille de ce qu'on regarde. Et voilà le mot magique, la simplification. C'est l'arme secrète des physiciens. Et tout part d'une question fondamentale. De quoi parle-t-on? Exactement. Qu'est-ce qu'on est en train d'étudier? Pour y répondre, ils sortent leur premier outil. Et cet outil, c'est ce qu'on appelle le système matériel. L'idée, c'est de dessiner une sorte de frontière imaginaire autour de ce qu'on veut étudier. On isole notre sujet du reste de l'univers. Et ce système, ça peut être absolument n'importe quoi. Un atome, une planète, un cycliste avec son vélo, une galaxie entière. Peu importe. Ce qui compte, c'est que la frontière soit claire. Parce que c'est un choix. C'est nous qui décidons de ce qui est dedans et de ce qui est dehors. Une fois qu'on a notre système, deuxième question, est-ce qu'il est rigide ou est-ce qu'il est souple? Si les distances à l'intérieur ne bougent pas, on dit qu'il est indéformable, comme un solide. Sinon, il est déformable. Voilà, c'est l'exemple parfait. La bouteille en verre, c'est un bon exemple de système qu'on peut considérer comme indéformable. Sa forme ne change pas. Le ressort, à l'inverse, c'est le système déformable par excellence. Bon, entre nous, le solide parfait, ça n'existe pas vraiment, c'est toujours une approximation, mais une approximation bien pratique. Mais attendez, on peut aller encore plus loin dans la simplification, beaucoup plus loin. Comment? En prenant notre système, même s'il est super complexe, et en le réduisant à un seul et unique point. Prenons ce satellite par exemple. Avec ses grands panneaux solaires, il fait 12 mètres de large. C'est un objet assez complexe, il a une forme, des dimensions, il peut tourner sur lui-même. Maintenant, on change complètement d'échelle. On le place sur son orbite, là-haut, à 36 000 km au-dessus de nos têtes. À cette distance, ces 12 mètres, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, plus grand-chose. Ils deviennent totalement insignifiants. Du coup, le satellite tout entier, on peut faire comme si c'était un simple point. Sa forme, sa taille, tout ça devient du bruit. Ce qui nous intéresse, c'est juste son mouvement global autour de la Terre. Et voilà le deuxième concept clé, le point matériel. On fait abstraction de toutes les dimensions de l'objet et on garde une seule chose, sa masse qu'on imagine concentrée en ce point unique. Pour vous dire, la Terre elle-même, on la traite comme un point matériel quand on étudie son orbite autour du Soleil. D'accord, c'est une super idée. Mais si on réduit un objet à un point, on le place où ce point? Au hasard? Non, bien sûr. L'endroit précis dépend de la façon dont la masse est répartie dans l'objet. Ce point si particulier, ça s'appelle le centre d'inertie. On l'appelle aussi souvent le centre de gravité. C'est en quelque sorte le point d'équilibre parfait du système, le barycentre de toute sa masse. C'est comme si toute la masse de l'objet était concentrée là. Imaginez un truc tout simple. On prend une tige avec deux poids identiques à chaque bout. Pour la faire tenir en équilibre sur un doigt, il faut placer le doigt pile au milieu. Logique. Maintenant, si un des poids devient plus lourd, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour retrouver l'équilibre, il faut déplacer le doigt vers le côté le plus lourd. Et voilà, ce nouveau point d'équilibre, c'est le centre d'inertie. Pour les objets bien symétriques et uniformes, c'est encore plus simple. Leur centre d'inertie se trouve juste à leur centre géométrique. Mais ce qui est assez fou, c'est que ce point n'est pas forcément à l'intérieur de l'objet. Prenez un anneau par exemple ou un donut. Son centre d'inertie, il est dans le trou, dans le vide. Ok, récapitulons. On a notre système. On l'a simplifié en un point unique qu'on a placé à son centre d'inertie. Il nous reste un dernier outil dans la boîte, faire le tri entre les différentes forces qui s'appliquent à ce système. Et tout dépend de la fameuse frontière qu'on a tracée au tout début. Reprenons notre cycliste. Cette fois, notre système, c'est l'ensemble cycliste plus vélo. Cette ligne en pointillé, elle est super importante. C'est elle qui sépare ce qui fait partie du système et ce qui n'en fait pas partie. Alors, quand le cycliste appuie sur la pédale, c'est une force intérieure.
Pourquoi? Parce que ça se passe entre deux éléments qui sont à l'intérieur de notre système. Par contre, la gravité, qui tire tout l'ensemble vers le bas, ou la résistance de l'air qu'il freine, ça, ce sont des forces extérieures. Elles viennent du monde extérieur et traversent notre frontière. Et là, attention, voici le point crucial. À l'intérieur du système, pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. La force du pied sur la pédale est parfaitement annulée par la force de la pédale qui résiste sur le pied. Le résultat, la somme de toutes les forces internes est 0. Elles s'annulent toutes mutuellement. Conclusion, elles sont incapables de faire bouger le système dans son ensemble. Seules les forces extérieures peuvent le faire. Et voilà comment on boucle la boucle. On revient à notre atome et notre galaxie. Pour l'atome, le système c'est noyau plus électron. Pour la galaxie, le système c'est l'ensemble de toutes les étoiles. Dans les deux cas, on définit le système, on le simplifie en un point et on ne s'intéresse qu'aux forces extérieures. Et c'est comme ça qu'on peut appliquer les mêmes lois. C'est puissant, non? Et ça nous laisse avec une dernière question, un peu philosophique. Si toute l'efficacité de la physique vient de sa capacité à créer des modèles simplifiés, à ignorer plein de détails pour ne garder que l'essentiel, qu'est-ce que ça veut dire sur la nature du monde réel qu'on voit tous les jours? C'est une pensée assez vertigineuse sur laquelle on peut méditer. À la fin de cette vidéo, est-ce que tu arrives maintenant à distinguer un système déformable d'un système indéformable? Saurais-tu trouver le centre d'inertie d'un objet de forme simple? Laisse-moi tes réponses en commentaire. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.